Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour analyser la septième ronde du Super Bad Chess classique, tournoi avec les tout meilleurs joueurs du monde, dont nos deux superstars françaises, Maxime Lagrave et Alireza Firouzja, qui ont tous les deux bénéficié de gentils cadeaux de leurs adversaires pour l'emporter. Donc bravo à nos franchises, mais au lieu d'analyser les parties dans leur intégrité, bien qu'elles soient intéressantes, on va se concentrer sur les gaffes de leurs adversaires. Parce que quand nous, petits joueurs et petites joueuses, commettons des gaffes, il n'y a souvent rien à en tirer. Si ce n'est à faire le deuil de la défaite et accepter qu'on est mauvais à ce jeu. Mais quand un super grand maître commet une gaffe, il y a toujours une leçon à en tirer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va commencer par la partie entre Richard Rapport et Maxime Bachelard-Grave. Il y a égalité matérielle dans ce Gambidam accepté qui a transposé en fait dans une semi-slave, mais bon bref. Et Richie joue tour e5. Maxime répond qu'il y a les 7 pour attaquer la tour. Et là, incroyable, son adversaire joue cavalier d5 et abandonne après cavalier prend e5. On peut se dire, ok, très bizarre. Et est-ce que c'est juste un cas d'un grand maître, aussi fort soit-il, qui oublie la marge du cavalier, qui en tout cas ne voit pas un coup de cavalier qui capture une de ses pièces? C'est quelque chose qui arrive assez souvent, enfin, relativement. Par exemple, ça arrivait très récemment à Fabiano Caruana en 2021 contre Anish Giri. Ici, tout va bien pour les blancs, qui pressaient toute la partie pour jouer pour le gain, mais Fabiano, numéro 2 mondial, pendant des années et des années, quand challenger au titre mondial, a joué tour B6 et après qu'il allait prendre B6, il a tout simplement perdu une qualité et la partie quelques coups plus tard. Il aurait pu abandonner là par inertie et par dégoût de sa propre gaffe. Il a continué à jouer un peu mais sans espoir. C'est arrivé à une autre de nos superstars françaises, Étienne Bacrot, l'octuple champion de France, qui ici affronte Ernesto Inarkiev, le russe. Étienne a sacrifié la qualité, mais on voit qu'il a un fou et un pion pour une tour qui est totalement passive. Donc tout va bien pour les blancs. C'est une position à peu près égale où il y a largement assez de jeu pour la qualité, mais Étienne ici joue l'inexplicable Dame 7 et abandonne sans même que l'adversaire ait eu le temps de jouer cavalier prend E7. Étienne s'est tout de suite rendu compte de sa gaffe et il a abandonné avant que son adversaire ne joue. Et enfin, une vieille partie entre le champion du monde Tigran Vartanovic Petrosian et David Bronstein, un autre des tout meilleurs grands maîtres de l'époque, auteur du fameux livre Zurich 53. Euh, donc c'est au noir de jouer, les noirs sont très très mal, il y a égalité matérielle, on voit que toutes les pièces blanches sont mieux placées que leurs homologues. Par exemple, les deux tours sont bien plus fortes que les deux tours noirs, la dame blanche est bien plus forte que la dame noire, le cavalier D5 et le cavalier D4 à la rigueur, ils se valent, mais le cavalier E4 est bien plus fort que le cavalier D7, et les fous, pas besoin d'en parler non plus. Donc c'est une position gagnante positionnellement pour les blancs. Les noirs font leur première menace de la partie par cavalier F5 et le champion du monde joue son cavalier, abandonne après qu'elle allait prendre D6. Donc est-ce que c'est ce qui s'est passé dans la partie de Maxime? Est-ce qu'il a juste pas vu qu'elle allait prendre 5? En fait non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Richard avait prévu cavalier prend E7 et après tour prend E7, tour D8 échec, roi F7, quoi d'autre, tour F8, échec et mat, brillante variante gagnante pour les blancs. Un petit détail près, c'est qu'après tour D8, les noirs ne jouent pas roi F7, ils jouent fou prend D8 et les blancs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors on peut se dire c'est quand même très bizarre. Est-ce que genre Richie pensait être gagnant après qu'elle ait des 5, il s'est dit c'est bon je vais mater Maxime là en 3 coups et puis gagner la partie? En fait non. Et c'est là que c'est intéressant. Si la variante avait été forcée, si après cavalier D5, les noirs n'avaient pas eu d'autre choix que de faire cavalier prend E5, cavalier prend E7, tour prend E7, là, euh, je pense que Richie n'aurait jamais gaffé. Parce qu'il se serait dit, attends, Maxime a l'air serein, alors que je vais le mater en 4 coups.
Non, c'est pas possible, il y a un truc, ah bah oui, suis-je bête, après tour D8, il me prend la tour. Là, il l'aurait vu. Le problème pour, pour rapport, c'est que après cavalier D5, les noirs ont d'autres coups. Bah déjà, ils peuvent tout simplement faire fou prendre D5. Et donc sûrement que le temps qu'il a passé à réfléchir, il a tout de suite éliminé la variante qu'on a vue avec le mat, qui ne le marche pas, mais il l'a tout de suite éliminé. Il s'est dit, bon, c'est pas ça qu'a prévu Maxime, là je vais le mater. Donc qu'est-ce qu'il a prévu? Bah peut-être fou prendre D5. Et là, je peux faire tour prend D5, peut-être qu'il va faire cavalier F8. Si je prends le cavalier, il va faire tour E1, tour prend E1, tour prend E1, je vais bouger le roi, maintenant il récupère, peut-être je vais tour D6. Ah ouais, c'est intéressant, et donc il a pu partir très loin dans cette variante. Où il s'est dit peut-être sur cavalier D5, il veut prendre la tour, mais après cavalier prend E7, évidemment, il va pas se faire mater. Donc il va jouer roi F7, et puis là, bah, j'ai le cavalier attaqué, donc maintenant il faut que je le bouge. Peut-être qu'il a prévu cavalier D3, et puis ici, ah oui, si je prends, il peut reprendre là, donc peut-être je vais faire cavalier G5, etc. Bon, je vais vite parce que le cerveau d'un 2800, bon, il n'est pas encore 2800, mais presque, va tout aussi vite, et peut-être même plus. Et donc voilà, en fait, le problème pour Rapport, c'est qu'il y avait plusieurs variantes pour les noirs. Il a éliminé la plus évidente, cavalier prend 7, tour prend 7, enfin cavalier prend 5, cavalier prend 7, tour prend 7, à cause d'un battant 2. Et ensuite, il s'est concentré sur les autres variantes. S'il y en avait une seule, il n'aurait jamais fait la gaffe. Ok, deuxième partie, deuxième gaffe. Alireza a les blancs, il vient de jouer Dame G4 en F4. Et son adversaire, Lainer Dominguez, superstar américaine d'origine cubaine, qui a été champion du monde de Blitz, répond par cavalier C6 et se prend la tactique classique tour H7 avec des grosses menaces. Et la tour est imprenable parce que ce roi prend H7, c'est mat forcé en très peu de coups, dame prend F7, le fou est cloué et on va faire tour H1, échec et mat au prochain coup où les noirs ne peuvent que retarder le mat en donnant la dame par exemple pour faire des échecs. On va revenir après à ce qui s'est passé, mais ça peut paraître assez hallucinant qu'un joueur aussi fort ne voit pas une combinaison aussi classique que tour H7, roi prend H7, dame prend F7. Alors, là aussi, il y a plusieurs raisons. Donc ça reste hallucinant évidemment, hein. C'est une gaffe qui n'est pas du tout du niveau de Dominguez, mais je vais vous montrer par exemple quasiment la même position, mais en rajoutant un pion en H7. Cette fois-ci, il n'aurait jamais joué cavalier C6. Parce que les captures sont beaucoup plus faciles à imaginer, à prévoir, pour un esprit humain. Évidemment, pour un ordinateur, il n'y a pas de différence, mais pour un esprit humain, biaisé, humainement biaisé, les captures sont plus visibles que les coups tranquilles sans capture. Et donc, dans cette position, après cavalier C6, tour prend H7, on a exactement la même chose que dans la partie, sauf que Dominguez n'aurait jamais joué cavalier C6 parce qu'il aurait instantanément vu tour prend H7. Deuxième exemple légèrement différent, si le dernier coup, au lieu qu'il soit dame G4, F4 comme dans la partie, avait été tour 1, H1, là Dominguez aurait tout de suite compris que l'idée c'est de faire tour H7. Le fait que dans la partie, je reviens dans la partie, Alireza a joué dame F4. Déjà, c'est pas la même pièce qui joue le coup précédent et le coup suivant. Ça, c'est un petit peu plus difficile à imaginer. Mais en plus, dame F4 a d'autres idées. Par exemple, cavalier C6, s'il n'y a pas de tour H7, c'est un très bon coup parce que le cavalier va aller là et va aller là. Et donc là, peut-être que Dominguez s'est dit, attends, c'est quoi l'idée de dame F4? Ah ok, j'ai compris, il veut tour B1. Et par exemple, si je fais dame D2 ou dame A3, on voit que la dame maintenant défend la case de 3. Et en plus, elle met la pression sur F7. Donc ici, par exemple, il peut faire tour B7. Heureusement, grâce à dame A3, je peux faire tour E7, etc. Il est parti très loin dans cette variante, si ça se trouve. Et il n'a pas vu l'évidente réputation de tour H7. Ok. Encore une légère différence. Si on avait cette position, donc j'ai juste rajouté des pions en H5 et H7. Ici, Dominguez aurait instantanément vu que sur cavalier C6, H prend G6, H prend G6, il y a tour H7. Quelle est la différence? C'est une raison géographique. Là, le dernier coup, c'est H7 prend G6. Et puis le coup précédent, c'est H5 prend G6. Donc c'est beaucoup plus facile à imaginer parce que tout se passe par là qu'il y a un coup encore par là. Dans la partie, comme j'ai dit, le dernier coup c'était dame G4 en F4 et donc c'est plus difficile.
Donc cela dit, Dominguez est bien ressaisi, parce qu'après qu'elle ait C6, tour H7, la menace est terrible. Par exemple, si on joue cavalier B4, qui était l'idée, on se prend tour prend G7, roi prend G7, dame F6, roi G8, tour H1, et on peut abandonner. Cavalier D3, c'est juste un échec, roi G2, abandon. Donc la menace est terrible, et on ne peut pas capturer la tour, comme je l'ai montré, c'est mat tout de suite après dame prend F7 et tour H1. Mais donc, que faire? Il a joué tour E6. Seul coup pour contrôler la case F6 et donc empêcher tour prend G7, roi prend G7, dame F6. Alireza a répondu dame H4 avec l'idée tour prend G7, roi prend G7, dame H6 échec et ensuite tour H1 et on va mater. Ou alors, même tour H1 tout de suite et ensuite on a triplé sur la colonne H, on va juste jouer tour H8, fou prend H8 et dame prend H8 sur échec et mat. Donc ici il y a des énormes menaces et ici il trouve le seul coup, cavalier prend D4. Qui paraît étrange ce sacrifice. Alors si on fait juste E prend D4, attention, parce que là on va se prendre tour E8. Et si on joue par exemple tour prend G7, roi prend G7, dame H6, roi G8, tour H1, ce sont les noirs qui matent en premier, après tour prend E2, cavalier prend E2, tour prend E2, et on va se faire mater assez rapidement. Genre ça. Donc évidemment, Alireza a vu que E prend D4 ne marchait pas, et donc il a joué tour prend G7. Pourquoi pas tour H1? Parce qu'après tour H1, menace tour H8, échec et mat, après fou prend H8, dame prend H8, cavalier prend E2, et grâce à la disparition du pion D4, la dame contrôle maintenant la case H8. En fait, c'est toute l'idée du coup qu'elle allait prendre D4. C'est pareil, donc Alireza joue tour prend G7, après avoir prend G7, il n'a pas fait dame H6, parce que dame H6, roi G8, tour H1, mat forcé, et ben non, cavalier prend E2, et la dame contrôle. Donc Alireza a joué dame prend D4, transposant en finale, et après dame prend D4, tour prend D4, on peut faire le bilan. En fait, tout ça pour ça, on se dit, les blancs ont deux cavaliers, et les noirs ont tour et pion. Donc est-ce que c'est juste une position égale? Non, heureusement, les pions noirs sont très très faibles, et donc la position est tactiquement gagnante, et Alireza a conclu de brillantes manières. Bon, je ne m'attarde pas sur les coups, mais la finale était gagnante et il l'a gagnée. Donc voilà, deux victoires françaises grâce aux gaffes de leurs adversaires, mais comme disait José Raúl Capablanca, la victoire sourit au meilleur joueur. Bon, c'était facile à dire pour lui, parce que c'était le meilleur joueur du monde au moment où il a prononcé cette phrase. Mais il y a du vrai là-dedans. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous dis à très bientôt. Ciao!